Comment faire mieux après The Legend of Zelda Tears of the Kingdom? Le successeur de Breath of the Wild totalise plus de 20 millions d'exemplaires, il a sublimé la formule de son prédécesseur et a mis les jeux Zelda sur le devant de la scène. Mais une question demeure, comment faire mieux que lui? À quoi pourraient ressembler les prochains jeux Zelda? Je pense avoir trouvé la réponse dans le passé. Si vous ne le saviez pas, l'une des premières idées au début du développement du premier jeu Zelda était de faire un éditeur de donjons. Cette idée a été rejetée, mais elle a été reprise dans le remake de Link's Awakening en 2019. Au-delà de cette anecdote, Zelda 1, le premier jeu de la série pour ceux qui dorment, est un pionnier du jeu en open world, ce qui veut dire que Breath of the Wild n'est pas le premier Zelda en open world. Il avait une map assez grande pour l'époque, quand même. et il créa le lore de la série, c'est-à-dire l'ensemble des éléments relatifs à l'univers du jeu, l'histoire des persos, spécificités de l'univers, règles élémentaires du monde. Ceci est tout à fait logique puisque quelques années plus tard avait un autre épisode de la série, The Adventure of Link, une toute nouvelle aventure strictement différente de Zelda 1. A l'époque, Super Mario Bros. The Lost Level a fait un flop critique, parce que ressemblant trop à Super Mario Bros. C'est ainsi que les développeurs eurent la brillante mais discutable idée de faire un mélange douteux de Dragon Quest et de Mario Bros. Il est décrit par beaucoup comme étant l'un des pires Zelda car ressemblant peu au premier. Les gens ne savent vraiment pas ce qu'ils veulent, et même Nintendo a avoué qu'ils auraient pu faire mieux. Nintendo a aussi dit que le jeu n'a pas cassé les codes avec Zelda 1 car il garde le lore de son prédécesseur. Selon les grands gigaleaks, il aurait dû avoir un remake 16 bits du jeu sur Satellaview. En 1991, Zelda A Link to the Past va créer quelque chose de bien connu dans les Zelda, les donjons à objets uniques. Il est rigolo à noter qu'à la base, la version américaine du jeu devait avoir une physique impressionnante pour l'époque. Miyamoto disait « En fait, nous avons pensé réaliser une version améliorée de Zelda 3 pour la Super NES. En réalité, la version japonaise fait 8 mégaoctets et la mémoire est pleine à craquer. Or, quand nous avons commencé la localisation en anglais, on s'est rendu compte que nous n'allions pas avoir assez de place. » Il disait aussi que vous vous trouvez dans une plaine remplie d'arbustes, en utilisant votre lampe à huile, si vous en brûlez un, le feu allait alors se répandre sur l'ensemble de la zone boisée. Ainsi le héros n'aura plus qu'à s'occuper de l'herbe juste autour de lui. Ou encore, dans une zone près d'un étang, on aurait pu utiliser la pelle pour creuser un canal. Puis, après avoir sauté la digue de l'étang, l'eau se serait écoulée le long de votre canal. On se rend très vite compte que cela correspond à Breath of the Wild, et ces possibilités ont été montrées au Game Developer Conference. Toujours avec A Link to the Past, les ennemis comme les chonks, ennemis récurrents dans Mario Bros, devaient apparaître dans Zelda 1, mais comme un affreux hasard, ils seront présents dans Zelda Link's Awakening. Et tiens, quand on parle de Link's Awakening, ce dernier était un jeu développé comme un vulgaire spin-off, fracturant les codes avec son aîné, car l'aventure se passe en dehors du royaume d'Hyrule, il n'y a pas de princesse à sauver comme dans ses prédécesseurs, les donjons sont à objet unique bien qu'ayant la même structure linéaire. L'ordre d'accès à ces lieux n'est pas « Va dans 3 temples thématiques pour après obtenir la Master Sword puis faire 6 autres temples ». Non, il n'y a pas 3 temples introducteurs, ni d'épées à récupérer en mid-game, juste 8 temples à faire l'un après l'autre. Après un A Link to the Past et un Link's Awakening qui se sont bien vendus, on arrive à une étape importante du jeu vidéo, la 3D. Au Space World de 1995, Nintendo présente une démo technique d'un tout nouveau Zelda qui doit sortir pour le 64DD, un périphérique de la Nintendo 64 qui permet de faire des jeux plus ambitieux. Au final, le jeu ne ressemblera pas à ça. Il faut aussi noter qu'il devait être à la base un jeu à la première personne, mais l'idée a été rejetée. Un an plus tard, toujours au Space World, Nintendo dévoile un peu plus de choses sur le jeu. L'apparition de Stalfos et autres monstres, la Triforce comme item, le jeu se passe dans un château comme dans Super Mario 64, mais cette idée sera très vite abandonnée au profit du château de Ganon. Le principe des tableaux, comme dans Super Mario 64, a aussi été abordé et apparaît un peu dans le boss du temple de la forêt. Mais faute d'une puissance suffisante du hardware, la map a été rétrécie. Cette version expérimentale aurait dû même avoir une aventure personnalisée grâce à l'IA. C'est-à-dire que dans chaque cartouche, à chaque redémarrage du jeu, on pouvait jouer à plusieurs aventures différentes écrites en temps réel, qui seront différentes des unes des autres. Ce jeu verra le jour en 1998 sous le nom de Zelda Ocarina of Time, qui, 25 ans après sa sortie, est considéré comme le meilleur jeu de tous les temps, avec des mécaniques comme le cheval, la caméra, toujours présentes dans la série. Certaines idées de base que j'ai évoquées devaient apparaître dans Ua Zelda, une extension de Zelda Ocarina of Time, qui ne verra jamais le jour. Mais selon la légende, Eiji Aonuma était contre cette idée, et Miyamoto, alors producteur de la série, lui lança un défi, créer un nouveau Zelda hors série en un an, Zelda Gaiden. Le jeu fut renommé Zelda Majora's Mask
et il tranche avec la licence avec un cycle de 3 jours, une ambiance différente, le gameplay des masques. La formule des donjons à objets est présente, mais ils sont qu'au nombre de 4 au lieu de 8 dans les autres Zelda. Bref, le jeu est un véritable vent de fraîcheur, même s'il est resté dans l'ombre de son grand frère et n'a pas réussi à parasiter les ventes de la PS2. En même temps, pourquoi fallait-il avoir l'Expansion Pack pour y jouer ? Quand on regarde du côté de la Game Boy, deux Zelda sortent en 2001, Oracle of Season et Oracle of Age. Ces deux jeux reprennent le pixel art de Link's Awakening, proposant un gameplay original pouvant être utilisé dans un futur Zelda, avec le changement des saisons et le voyage dans le temps. Un an plus tard, la série va connaître une toute nouvelle formule, le multijoueur. Grâce à Zelda Fourth Sword, ce jeu était vendu avec un portage de Link to the Past pour la Game Boy Advance. Selon les dires de Nintendo, Master Quest était ce que devait être War Zelda. Concentrons-nous maintenant sur The Wind Waker, jeu vivement critiqué par les fans après avoir vu la fameuse démo technique apparue à l'E3 2001. C'est trop beau! C'est de toute beauté! À sa sortie, le jeu fut bizarrement considéré comme étant l'un des meilleurs Zelda. Il a reçu de très belles notes au passage. On retiendra de ce Zelda la mer, le style graphique qui tranche avec le réalisme d'Ocarina of Time et de Majora's Mask, mais surtout il reprend une des idées de la bêta de Zelda Ocarina of Time, un terrain de jeu immense. Changeons de jeu. Zelda Minish Cap, sorti en 2004, il aborde un nouveau gameplay, le chapeau Minish, ce qui permet de rapetisser et donc de découvrir de nouvelles zones. Les Zelda DS, à savoir Phantom Hourglass et Spirit Tracks, proposent une aventure à l'écran tactile, au graphisme similaire à The Wind Waker. Je retiendrai plutôt Spirit Tracks avec le train qui malheureusement n'est plus apparu dans la série. Mais bon, à présent parlons de Zelda Twilight Princess. C'est sans doute le jeu qui a décidé de l'avenir de la série. Comment ça ? Il reprend beaucoup de choses d'Ocarina, rien qu'à dans sa direction artistique, n'est-ce pas? Et surtout que c'est un échec commercial par rapport aux chiffres de vente de la Wii. Attention, le jeu a bien marché, il est excellent, vendu à presque 9 millions d'exemplaires, sans compter les gens qui l'ont eu grâce au hack de la Wii, alors très populaire à l'époque. Il était censé attirer les gros consommateurs de jeux vidéo, beaucoup y renonceront pour se rabattre sur la PS3 et les jeux PC. Autre argument, comparé aux chiffres de vente de Wii Sport et de Mario Galaxy, il fait pas le figure. En essayant de satisfaire les fans déçus de The Wind Waker, il montre que la série tourne un peu en rond dans sa formule de donjon. Tout cela va empirer avec Skyward Sword. Bien qu'il va officialiser la timeline en essayant de casser les codes avec la licence tout en proposant un monde plus fermé et une histoire plus présente que jamais, cependant il n'arrivera pas à se détacher de la formule des donjons. Avec le Wii Motion Plus obligatoire pour y jouer, il ne fera pas monter les ventes de la Wii qui étaient alors en chute libre. Quand on se penche sur le développement de Skyward Sword, alors que la terre ferme devait être un monde ouvert, ce dernier ne vit pas le jour en raison des limitations techniques de la Wii. Aonuma, conscient du flop engendré, décida de changer la formule de la licence. Enfin bon, ça c'est la version officielle, car si le jeu avait fait un carton, on aurait encore des Zelda sur le même moule. C'est ainsi que Nintendo emboîta le pas avec Zelda A Link Between Worlds. Ce jeu a deux fonctions, briser l'ordre des donjons et faire du fanservice aux fans qui ont joué à A Link to the Past en leur proposant la même map et un schéma narratif similaire. Mais je vais pas faire débat car on s'éloigne du sujet. Comme je l'ai dit précédemment, le jeu tranche avec la série en proposant aux joueurs de louer des objets utiles pour l'exploration, ce qui rend la chose moins linéaire. A Link Between Worlds propose une mécanique très intéressante, le bracelet, qui permet de traverser les murs pour accéder à des zones normalement inaccessibles. Sur la même console sortira Triforce Heroes, mais je m'attarderai pas sur ce jeu car il reprend la formule de la série Fourth Sword. Il serait dommage de ne pas mentionner Aerial Warriors, à travers duquel la licence connaîtra une nouvelle formule, le Musou. C'est un épisode fanservice, mais qui est très fun au niveau du gameplay. Au fil des épisodes, les Zelda 3D devinrent plus fermés. Le développement de Breath of the Wild démarra peu de temps après Skyward Sword. Aonuma disait à propos du développement du jeu : « Nous avons reçu beaucoup de commentaires de joueurs disant qu'ils voulaient explorer l'espace entre les différentes zones. Cela nous a poussé de l'avant. Il fallait donc repenser la conception des Zelda. Breath of the Wild devait avoir un scénario non linéaire, une exploration donnant des sensations nouvelles de liberté, tout en ayant une permissivité de gameplay incroyable. Mais, il faut pas le dire, mais développer Breath of the Wild en open world était super rentable, car le genre était très populaire. Les studios Rockstar et Ubisoft avaient déjà compris la manne que représentait ce genre de jeu. Pendant le développement de Breath of the Wild, qui nécessita plus de 300 personnes, Nintendo va débaucher les programmeurs de Monolith Soft, studio qui avait créé l'excellente série Xenoblade Chronicles, et grâce à qui les RPG eurent un gain de popularité en Occident. Précisons que ce même studio a collaboré avec Nintendo à travers plusieurs jeux dont Mario Kart, Tears of the Kingdom et Splatoon.
J'aimerais ajouter que la communication autour de Breath of the Wild est quelque peu trompeuse. Certes, le jeu est immense et dispose de plein d'atouts, mais il se démarque pas tellement des autres jeux, car il s'inspire directement de Zelda 1 et donc n'est pas le premier Zelda en open world. Ce n'est pas le premier Zelda parlant, car les opus apparus sur la console Philips CDI et BS Zelda sortis sur Satellaview le faisaient aussi, et ce, 30 ans avant. Les donjons sont toujours présents mais différents dans leur architecture, les éléments de gameplay tels que la jauge d'endurance, la durabilité des boucliers sont étendus aux armes et aux arcs, la caméra, la visée et le cheval sont toujours présents. Par contre, ce qui est un peu bancal, c'est le fait qu'il ait conservé le lore des autres Zelda. En blague, nous le savons, Solo. J'ai pas dit le contraire. En leur rendant hommage via références et easter eggs. Nintendo dit lui-même que Zelda 2 ne brisait pas les codes de la licence. Plus récemment, Aonuma disait que la véritable essence de la série était le sentiment de progression, présent dans tous les Zelda. Comme quoi, Nintendo et ses développeurs savent se contredire. Pour conclure, quand on se penche sur son gameplay, on se rend compte que c'est un anti-Skyward Sword, car il propose des concepts similaires, quand bien même l'histoire et le monde sont radicalement différents. Breath of the Wild mise sur une narration qui sert à mettre en avant un monde, et non l'inverse. Ce que tu dis n'a aucun sens. En outre, le jeu totalisera plus de 30 millions d'exemplaires, mais 1 million sur sa console d'origine, la Wii U, ce qui en fait le Zelda principal le moins vendu si on compte ses chiffres de vente sur console d'origine. La série a franchi le cap de la rentabilité. Le jeu encore plus populaire aujourd'hui a inspiré bon nombre de navets, qui lui arrivent malheureusement pas à la cheville. Il reste tout de même une belle révolution pour les Zelda et pour les jeux d'aventure. Par contre, il a divisé bon nombre de fans, car il ressemblait peu au reste de la série. A priori, Nintendo a reçu le message, car la communauté des fanatiques de Zelda ont une voix et n'hésite pas à la faire entendre. Tears of the Kingdom, qui a remis en route les ventes de son prédécesseur, exemple parfait que la série va devenir le meilleur des deux mondes. J'avais donc raison dans ma précédente vidéo. Le jeu essaye de contenter tous les fans, rien qu'avec le retour d'un antagoniste iconique de la saga, Ganondorf, qui après 9 ans d'absence nous revient plus en forme que jamais. Chaque donjon a son identité propre, de même que les boss. L'histoire est plus présente, avec une verticalité des musiques qui donne des frissons. On se demanderait presque si les développeurs n'ont pas voulu rendre nostalgiques les fans de Breath of the Wild, via le guide des personnages, par l'intermédiaire de certaines tenues et items présents dans le jeu. Bref, il essaye de faire plaisir à tout le monde, même si ça reste assez timide. Ce jeu illustre bien ce que je voulais dire pendant la rétrospective, à savoir qu'il utilise le contenu abandonné des autres jeux de la saga, par exemple la construction, la chute libre. Et même celui d'autres jeux Nintendo, Tears of the Kingdom se serait inspiré de Wii Sport. Si, souvenez-vous, Skyward Sword ne devait-il pas être un open world? Il prouve aussi qu'avec une même map, on peut faire plus qu'une redite, quitte à être vague sur sa temporalité. Par rapport à Breath of the Wild, il reste flou sur la disparition de la technologie Sheikah. Quelques mois plus tard, ces théories circulent toujours. Ah oui, j'oubliais, tant qu'on y est, le fait que le jeu propose la construction n'est pas contraire à la série. Zelda devait être un éditeur de donjons. Le fait qu'il y ait des véhicules dans le jeu ne change en rien l'ADN de Zelda, à contrario de Spirit Tracks. Au final, que retenir? La licence comprend 4 formules, à savoir les donjons, l'open world, le mode multijoueur et le mousseau avec les Hyrule Warriors. Zelda a toujours su évoluer avec son temps, pour le meilleur comme pour le pire. Quand je parlais plutôt de A Link to the Past, on se rend compte que Breath of the Wild aurait pu exister depuis plus de 30 ans, car les jeux ont quasi tous utilisé des idées abandonnées. Dorénavant, la série Zelda fait vendre des consoles. La prochaine console de Nintendo pourra avoir dans sa line-up de sortie un jeu Zelda. Pour ce qui est des futurs Zelda 2D, ils conserveront une structure proche de Link Between Worlds, car l'exploration 2D, c'est cool, mais moins immersive que celle d'un jeu 3D. Aussi, y a-t-il de l'espoir pour voir un jour un Breath of the Wild 3 ? Même si à boucler, cela donnerait l'impression que la licence tourne furieusement en rond. Y aura-t-il des potentiels remakes, remaster dans ce qu'un jeu ? Il y a quelques temps, Aonuma disait quelque chose de très intéressant et rassurant. Grâce aux anciens Zelda, Tears of the Kingdom peut exister. Ce jeu est né d'idées que nous avons eues dans le passé. Nous essayons toujours de créer quelque chose qui offre davantage que les productions précédentes. À cet égard, nous ne nous préoccupons plus vraiment de nos anciens jeux. Nous préférons nous concentrer sur l'avenir. Ce qui veut dire que le journaliste Jeff Grog a faux. Il dit aussi quelque chose d'important pour l'avenir de la série. Je pense que les possibilités sont sans limite avec Zelda. Quand j'ai une idée, je ne me dis pas forcément qu'il faut que c'est un rapport avec Zelda, mais ça peut le devenir, car on peut tout faire avec cette série. Dans un autre interview, les producteurs disaient vouloir faire des jeux encore plus grands et vastes que la série est connue. Parce que c'est notre projet! Il ne faut pas oublier les DLC de Tears of the Kingdom qui doivent pas tarder à être annoncés. Tu mens! Il ment! Avec pourquoi pas un Zelda à la première personne avec une aventure personnalisée.
On peut s'attendre aussi à l'arrivée de nouveaux spin-offs comme les incroyables jeux Tingle, mais aussi des portages de jeux pour consoles virtuelles, avec pourquoi pas BS Zelda. Si Nintendo décide de refaire des consoles mini, on pourra avoir des suites abandonnées comme Oracle of Courage. Croisons les doigts qu'on n'aille pas une nouvelle crise façon Covid qui rallongerait le développement d'un futur jeu. Et vous en pensez quoi? Dites-le moi dans les commentaires. Merci de liker et de vous abonner à ma chaîne, et je vous dis à très bientôt.